Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Syndicats et patronat à l'Elysée pour parler réforme de la formation professionnelle et assurance chômage. Après avoir donné plus de flexibilité aux entreprises, Emmanuel Macron veut plus de sécurité pour les salariés, notamment en élargissant l'indemnisation à tous les démissionnaires. Le débat est à suivre. Le retour de la taxe soda. Des élus La République En Marche veulent davantage de taxes sur les boissons sucrées. Objectif, lutter contre l'obésité, le diabète et les caries, alors que les sodas sont jugés en grande partie responsables de l'obésité infantile. Mais est-ce vraiment efficace? On posera la question à nos invités. Le Sénat vent debout contre le rejet probable par l'Assemblée nationale d'un texte adopté à l'unanimité par la Haute Assemblée sur le transfert de la compétence eau et assainissement. Une décision jugée incompréhensible par les élus. On en parle dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek en direct de l'Elysée et Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Alors que la mobilisation contre les ordonnances réformant le Code du travail est loin de s'essouffler, l'exécutif n'entend pas pour autant ralentir le rythme des réformes. Depuis ce matin, Emmanuel Macron reçoit les partenaires sociaux. Au programme, réforme de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance chômage. Cécile Sixou. Réforme sociale, acte 2. Après le premier round qui a donné plus de liberté aux entreprises, l'objectif cette fois est de mieux protéger les salariés. Au menu des discussions, 3 thèmes. L'assurance chômage tout d'abord, le gouvernement souhaite l'ouvrir aux indépendants et aux démissionnaires. Emmanuel Macron compte également s'attaquer au chantier de la formation professionnelle et prévoit de mettre 15 milliards d'euros sur la table. Objectif, former 1 million de chômeurs longue durée ainsi qu'1 million de décrocheurs. Le président compte également donner aux actifs plus de droits individuels à la formation. Enfin, pour simplifier l'usage des droits, le gouvernement va créer une application où chacun pourra gérer son compte formation. Dernier chantier, l'apprentissage. L'idée pour le gouvernement, rendre attractives ces formations qui n'attirent aujourd'hui que 7% des jeunes et en faire une voie d'excellence. Parmi les propositions, simplifier leur financement et repenser les aides, mais aussi mieux informer les jeunes et leurs familles sur les débouchés. Les concertations avec les syndicats se poursuivront avec Matignon, puis le ministère du Travail. Le gouvernement espère adopter un projet de loi avant l'été. Et on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de l'Elysée. Saveria, on le disait, Emmanuel Macron reçoit les partenaires sociaux depuis ce matin. Dans quel état d'esprit sont-ils, ces syndicats et le patronat ? Eh bien, c'est effectivement, vous l'avez dit, Delphine, le coup d'envoi des réformes sociales que veut lancer Emmanuel Macron après la réforme du Code du travail au menu de ce deuxième round. Vous l'avez dit, la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance chômage. La méthode est bien, elle est la même que pour les ordonnances sur la loi travail. Discussion et concertation pour éviter bien sûr l'agrégation des mécontentements. Les partenaires sociaux, ils défilent donc ici depuis ce matin. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Jean-Claude Mailly, le leader de Force ouvrière, qui s'exprimait après son rendez-vous ce matin avec Emmanuel Macron. J'ai rappelé quelles étaient les positions de Force ouvrière à la fois sur la formation professionnelle, qu'on serait très vigilant à ce qu'il n'y ait pas une désintermédiation, que demain on ne soit pas le salarié seul avec son compte qui va aller démarcher les organismes de formation sans accompagnement, etc. Apparemment, il a été sensible à l'argument. Voilà donc pour Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, on l'a compris, Emmanuel Macron entend faire de la pédagogie, une méthode qui a marché pour la loi travail. Pas évident que les choses soient aussi faciles pour cette deuxième vague de réforme sociale. Je vous propose d'écouter Philippe Martinez pour la CGT. Pas question pour nous de réduire les droits des privés d'emploi, mais par contre, il faut donner des droits à ceux qui n'en ont pas. Et vous savez qu'un chômeur sur 2 n'a pas de droits. Donc, augmenter les droits, rallonger la période sur laquelle on peut bénéficier des droits et surtout faire en sorte que durant cette période, afin de favoriser un retour à l'emploi, eh bien, la qualification et le salaire précédent soient reconnus dans la période de chômage.
Voilà, on sent donc les syndicats un peu plus crispés, un peu plus échaudés, même côté patronat, car le patronat, eh bien, il ne veut pas que ce soit les entreprises qui payent la facture, que les cotisations patronales augmentent. Des syndicats qui vont avoir le temps de s'organiser, car la réforme, le projet de loi, ne sera présenté qu'au printemps prochain. Merci à vous, Saveria. Alors après avoir donné plus de flexibilité aux entreprises avec les ordonnances, Emmanuel Macron veut donner davantage de sécurité aux salariés en élargissant l'indemnisation aux démissionnaires et aux indépendants. Les syndicats craignent que ces nouveaux droits entraînent une baisse des allocations et le patronat une hausse des cotisations. Sandra Cerquera. C'est une réforme qui inquiète à la fois les partenaires sociaux et le patronat, celle de l'assurance chômage. L'objectif est d'ouvrir les allocations chômage aux travailleurs indépendants et aux démissionnaires. Jusque-là, seuls les salariés licenciés ou en fin de contrat y avaient droit. Au-delà de son extension, l'exécutif compte en modifier le financement et la gouvernance. Le régime ne serait plus financé uniquement par les cotisations salariales et patronales, mais aussi par l'impôt, avec la contribution sociale généralisée, la CSG. L'assurance chômage passerait également d'une gestion paritaire par les partenaires sociaux à une gestion tripartite avec un pilotage de l'État, ce que redoutent les syndicats. Ils craignent que la dilution des responsabilités affecte le bon fonctionnement du dispositif. Autre crainte, que l'indemnisation des indépendants et des démissionnaires, qui pourrait se chiffrer en milliards d'euros, n'entraîne une baisse des allocations. L'idée avait déjà été lancée par Nicolas Sarkozy, celle de taxer les sodas et boissons sucrées au nom de la lutte contre l'obésité sans jamais vraiment voir le jour. Alors à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, des élus, La République En Marche, reviennent à la charge avec de nouvelles propositions de fiscalité dite comportementale. Explication Samia Dechir. Chaque Français en consomme plus de 50 litres par an. Faut-il taxer davantage les sodas, ces boissons sucrées accusées d'aggraver l'obésité ? Je suis dans le milieu médical, je trouve qu'il y a trop de jeunes enfants obèses et qui font pas assez de sport, donc je trouve que c'est une bonne mesure. Il faut trouver de l'argent là, ils peuvent trouver, en fait tout bonnement. Après, je ne sais pas si ce sont les solutions. S'il faut être dans le répressif, pourquoi pas, mais je pense que c'est plus changer la mentalité d'abord sur l'utilisation du soda et réduire ce qu'il y a dedans. En France, il existe déjà une taxe soda adoptée en 2012. Depuis, les boissons sucrées sont taxées à hauteur de 7,53 € par hectolitre, soit 2,51 centimes par canette. Chaque année, des parlementaires proposent d'augmenter cette taxe sans succès. Un amendement déposé en 2014 avait été rejeté, rebelote en 2015, puis de nouveau en 2016. Cette année, c'est le député Olivier Véran qui a remis le sujet sur la table lors d'une audition en commission des affaires sociales. J'ai amené ici, par exemple, une boisson qui s'appelle le Morito sans alcool qu'on trouve dans les grandes surfaces et qui a 13 grammes de sucre pour 100 ml, c'est-à-dire qu'il y a 125% du taux de sucre dans le Coca-Cola. C'est-à-dire que vous avez quasiment 5 morceaux de sucre dans ce petit machin qu'on vous présente dans une bouteille. Voilà. Donc la question c'est, est-ce qu'on ne peut pas demain essayer de réfléchir ensemble à moduler la fiscalité de manière à sortir les boissons non sucrées de l'assiette et y introduire les boissons qui sont très sucrées et moduler cette fiscalité en fonction du taux de sucre. Il n'est donc plus question d'augmenter la taxe, mais de l'ajuster en fonction du taux de sucre. Car aujourd'hui, la taxe soda est la même pour toutes les boissons contenant du sucre, quelle que soit la quantité. Une eau aromatisée est donc autant taxée qu'un soda. Et premier invité de notre multiplex, le sénateur socialiste de Paris, Bernard Jomier. Il est avec vous au Tamtra Nuit pour une réaction à cette taxe soda. Oui, Bernard Jomier qui est également médecin. Alors, le rapporteur du budget de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale planche donc sur une taxe soda pour mieux pénaliser les boissons les plus sucrées. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose, c'est un bon mécanisme ? Le problème de l'obésité et de la surconsommation de sucre est un vrai problème de santé publique. Après, il y a déjà une taxe qui existe. Elle a été instituée quand Nicolas Sarkozy était chef de l'État. Et cette taxe, son évaluation, pour le moment, son effet n'est pas très net, puisque les ventes de boissons les plus sucrées ont légèrement reculé, mais de façon générale, les ventes de boissons ont reculé pendant la même période. Donc il faut être très clair. Et sur cette idée de modulation ? Soit on instaure une taxe pour générer des recettes fiscales, soit pour modifier des comportements en santé publique. Et la modification des comportements en santé publique, ça peut passer par des mesures coercitives, mais on ne peut pas s'en tenir là. Pour agir sur les comportements, c'est la prévention, l'éducation à la santé qui sont fondamentales. Donc augmenter la taxe sur les produits les plus sucrés pour atteindre ces produits-là, pourquoi pas ? On peut regarder
de près, mais on ne peut pas s'en tenir là. C'est comme pour le tabac. La hausse du prix du paquet est une bonne mesure, mais si on s'en tient là, on n'atteindra pas l'objectif. En clair, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut de l'éducation, il faut de la prévention, c'est ce que vous nous dites. C'est tout à fait insuffisant et c'est là où ce PLFSS, pour le moment, a besoin d'être complété par de nouvelles mesures et on va y travailler. Projet de loi de financement de la sécurité sociale. Voilà, parce que la stratégie nationale de santé a de bonnes priorités. La prévention, la lutte contre les inégalités sociales de santé et d'ailleurs la surconsommation de sucre est marquée par les inégalités sociales. Mais les mesures qui sont proposées, pour le moment, sont extrêmement classiques et ne changent pas les comportements. Le ministère de la Santé plancherait également sur une taxe sur les boissons les plus alcoolisées. D'ailleurs, la Cour des comptes le préconisait déjà en 2016. Là, pour le coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, et là, c'est une mesure qui est intéressante. C'est une mesure qui viserait les boissons alcoolisées à plus de 15 degrés, donc les alcools les plus forts. Et effectivement, ce sont des boissons dont la consommation est en hausse régulière, notamment chez les jeunes, qui causent des dégâts importants en matière de santé. Et s'il y a une modulation de taxes à effectuer, elle me paraît tout à fait prioritaire. Un mot également sur l'actualité du jour à Paris, puisque vous êtes élu de Paris, Bernard Jomier. L'objectif de la mairie de Paris d'interdire les véhicules à essence à horizon 2030. Est-ce que pour vous, c'est réaliste ? Écoutez, 500 000 morts en Europe. Le troisième problème de santé publique en France, avec 45 à 50 000 décès, la pollution de l'air, il faut l'affronter. On a toutes les solutions techniques à l'heure actuelle. On sait faire des véhicules propres et on sait les faire à des coûts qui sont de plus en plus raisonnables. Donc, si on a effectivement pour priorité de protéger la santé des habitants de Paris, de l'Île-de-France et des autres grandes métropoles, parce que Marseille, Bordeaux ou Strasbourg sont très touchés par la pollution de l'air, alors il faut aller dans cette direction-là, il faut y aller au plus vite. Et la maire de Paris, en indiquant cette volonté de mettre en œuvre cette mesure dès 2030, fixe un calendrier qui est tout à fait raisonnable. C'est tout de même dans 13 ans. 2030. Donc 13 ans, c'est demain, Bernard Jomier. Mais 13 années pour s'adapter, 13 années pour ne plus acheter de véhicules à essence et à diesel bien avant, puisque ce sera 2020, c'est tout à fait suffisant et ça permet à la fois de protéger la santé publique et de protéger la planète du réchauffement climatique. Toutefois, ce n'est pas une interdiction, a dit la mairie de Paris, c'est une trajectoire. Oui, c'est tout à fait ça, c'est ce que je vous dis. Là aussi, il s'agit de comportement, donc il faut être très incitatif. Il faut user parfois de coercition parce que c'est comme ça, on a des règles communes. L'intérêt général doit fixer des règles pour empêcher chacun d'agir sans tenir compte des intérêts des autres. Mais la santé publique commande d'aller vers la lutte contre la pollution de l'air et donc l'arrêt des motorisations à carburant dans nos grandes métropoles. Merci beaucoup Bernard Jomier d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction en direct. Et on reparlera de cette question de la taxe soda dans notre débat à 16h. En attendant, on ouvre le premier débat de Sénat 360 consacré à la réforme de l'assurance chômage. L'assurance chômage pour tous, l'impossible réforme, c'est donc le thème de notre premier débat. Et j'accueille sur ce plateau mes invités. Virginie Pradel, bonjour. Vous êtes avocate fiscaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hervé Chaperon est également sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes anciennement le directeur général adjoint de Pôle emploi. Vous êtes l'auteur du livre Emploi, tout va très bien, Madame la Marquise, chronique d'un temps passé au service d'un temps futur. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Gérard Longuet, bonjour. Sénateur bonjour. Les Républicains de la Meuse et Damien Adam, bonjour. Député La République En Marche de la Seine-Maritime. Première question pour vous, justement, Damien Adam, puisqu'on voit parmi les réformes, et c'est certainement la plus sensible aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est celle de l'assurance chômage. Le chef de l'État veut élargir l'indemnisation aux indépendants et à tous les démissionnaires. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut chiffrer cette réforme selon les Échos, cela pourrait se chiffrer entre 8 et 14 milliards d'euros la première année, de 3 à 5 milliards les suivantes. Le patronat, 5. Alors d'abord, vous dites que c'est la réforme la plus sensible, mais il y a 4 mois, on disait que la réforme la plus sensible, c'était l'assurance, c'était la réforme du Code du travail, puis ça a été le budget. Alors maintenant, ce serait cette troisième réforme économique. Donc, écoutez, je pense que tous les sujets sont sensibles et sur lesquels il faut qu'on se penche. Après, sur le chiffre précis, je pense qu'il est de toute façon trop tôt pour définir un chiffre précis, puisque tout l'objet des réunions qui ont lieu aujourd'hui et demain à l'Élysée, c'est justement de commencer la concertation avec les partenaires sociaux afin de pouvoir réfléchir à l'organisation de cette réforme. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'elle aura été définie précisément, on pourra définir un prix
pour cette réforme. Mais pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour sortir des chiffres qui sont... On voit bien la méthode Damien Adam. Est-ce que c'est aussi pour mettre un petit coup de barre à gauche ces réformes? On a dit que la réforme du Code du travail, ça a donné plus de flexibilité aux entreprises. Là, on met l'accent sur la sécurité pour faire de la flexi-sécurité à la française, c'est ça? Alors, et de toute façon, dans notre projet présidentiel, il y a eu deux volets. Il y a toujours libérer les énergies et en même temps protéger mieux les Français. Donc effectivement, dans la libération des énergies, il y a fait cette réforme du Code du travail. Et dans la protection, il y a effectivement l'extension de l'assurance chômage aux démissionnaires et aux personnes qui sont indépendantes, qui aujourd'hui n'ont pas de manière concrète de pouvoir se protéger contre le chômage. Gérard Longuet, aujourd'hui, le patronat s'inquiète de cette réforme de l'assurance chômage, estimant que son coût est trop élevé. Le patronat qui redoute une hausse des cotisations. Puis on voit de l'autre côté les syndicats qui se disent ça va réduire aussi les droits des futurs indemnisés. Inviter le patronat, il s'exprimera. Moi, je m'exprime comme sénateur, votant un budget, bientôt une loi de finances, écoutant le président de la République qui veut résorber, il a raison, les déficits. Or, pour l'instant, l'indemnisation du chômage, ce sont 4 milliards en gros de déficits chaque année qui suscitent un endettement que paieront nos enfants et nos petits-enfants pour notre confort à nous d'aujourd'hui. Donc il y a quand même une première interrogation. Ce déficit ne doit-il pas être réglé? Comment? Manifestement, les mesures proposées ne permettent en rien, elles ont d'autres intérêts, mais elles ne permettent en rien de régler le déficit. Et puis le deuxième problème, c'est qu'on a quand même, quand on est sur le terrain, ce qui est évidemment le cas des élus, des employeurs qui nous disent « on ne trouve pas ». Et donc le vrai problème, c'est formation professionnelle et, permettez-moi de le dire, motivation au travail. Hervé Chaperon, quel regard portez-vous sur les propositions du chef de l'État? Et on va, dans un premier temps, s'arrêter à ce qui concerne justement l'indemnisation qui serait ouverte aux démissionnaires et aux indépendants. Alors, moi, je crois qu'il faut mettre l'ensemble des réformes en perspective. Et je crois qu'il y a eu une mesure déjà emblématique qui a été prise, c'est l'annonce de la suppression des contrats aidés. La suppression des contrats aidés, ça pose deux questions. Première question, est-ce qu'on va tordre le cou au traitement social du chômage? Et, corollaire, deuxième interrogation, est-ce qu'on va rendre l'emploi à l'économie? Car depuis 40 ans, on considère que le chômage est un problème social et non pas la conséquence des aléas économiques, pour ne pas dire de mauvaises politiques économiques, ça nous entraînerait plus loin. Enfin, le résultat est là. Et donc, à partir de là, me semble-t-il, on ne peut pas dissocier, et j'irai même plus loin que Gérard Longuet, on ne peut pas dissocier à la fois la réforme du Code du travail, l'assurance chômage et bien évidemment la formation professionnelle. Et donc, me semble-t-il que tout ça, c'est une refondation de notre protection sociale. Parce que, indirectement, va se poser le problème du financement. Et vous savez très bien que depuis 1945, on est dans un système bismarckien. Et je crains que si ces réformes sont menées à bien, parce qu'on ne peut pas rester là où nous en sommes, l'échec est patent. Si les réformes sont menées à bien, je pense que nous changerons de logiciel, que nous tuerons Bismarck et que nous irons progressivement vers un système beveridgien, c'est-à-dire plus anglo-saxon. Est-ce que c'est souhaitable, selon vous, Virginie Pradel? J'ai une petite remarque à part. Donc, c'est vrai qu'avec la réforme d'Emmanuel Macron, enfin souhaitée par Emmanuel Macron, on se dirige vers un modèle hybride, c'est-à-dire mi-bismarckien, parce qu'il existera toujours les contributions patronales, les contributions salariales étant supprimées à partir de 2018, et le financement par l'impôt, via la CSG. C'est pas souhaitable à mon sens, dans la mesure où la CSG est un impôt qui a une forte propension à augmenter. Si on regarde depuis sa création en 1991, le taux de la CSG a quand même été multiplié par 8, passant de 1,1 à 9,2% en 2018, donc c'est assez inquiétant.
Et je voudrais juste rebondir sur ce que j'ai entendu auparavant par rapport aux indépendants. Il faut savoir que les indépendants ont tout à fait la possibilité de se prémunir contre le chômage aujourd'hui via des assurances privées. Privées, oui, mais qui fonctionnent parfaitement. Enfin, moi, je peux vous dire que, par exemple, pour les avocats, tous les avocats collaborateurs ont la possibilité de souscrire des assurances auprès de leur barreau et que très peu le font en définitive parce qu'ils sont dans une dynamique entrepreneuriale et pas dans une dynamique salariale. Dans une démographie expansionniste. Exactement. Damien Adam, on voit bien que la question du financement est posée. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de cette réforme ou est-ce qu'il faut craindre, et je le disais, eh bien peut-être qu'il y ait un impact notamment sur le droit des chômeurs? Alors je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Si vous voulez, il y a deux sujets dans cette réforme de l'assurance chômage. Il y a le sujet de l'ouverture aux indépendants et il y a le sujet aussi de l'ouverture aux démissionnaires. Et je pense que c'est deux problématiques qui sont totalement différentes, mais qui effectivement sont agrégées dans cette volonté de réformer complètement le système. Après, vous dites effectivement que les indépendants peuvent, à certaines conditions, faire appel à des assurances privées pour bénéficier d'une assurance chômage ou d'une solution en cas d'arrêt d'activité. Moi, je pense que ça me semble pas être d'une justice sociale importante de faire en sorte qu'on ait des indépendants qui ne soient pas dans le même régime que les salariés du privé. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des indépendants ne font pas appel à ce genre de solution, et ce qui fait que quand ils sortent du système ou quand ils veulent partir sur autre chose que leur statut d'indépendant, d'artisan, de commerçant, ils n'ont aucune solution aujourd'hui pour rebondir, pour faire autre chose et pour pouvoir avoir les assurances de pouvoir rebondir vers un autre métier. Et donc nous, ce qu'on veut faire, c'est considérer tous les Français de la même manière et donc ouvrir l'assurance chômage à tous les Français, qu'ils soient salariés du privé ou indépendants, avec un système étatisé de l'assurance chômage. Ça, c'est pour les indépendants, mais pour les démissionnaires, est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à une vague de nouveaux entrants? Tout le monde va démissionner pour pouvoir toucher des allocations? Est-ce qu'on a Alors, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que certes, on veut ouvrir aux démissionnaires la possibilité tous les 5 ans de pouvoir démissionner de leur entreprise pour pouvoir changer, mais en même temps, on va renforcer également les critères de recherche d'emploi pour toutes les personnes qui sont au chômage. Et donc, l'un dans l'autre, si vous voulez, ça ne va pas changer structurellement la manière dont le chômage est distribué aux Français, parce qu'on sera beaucoup plus exigeant pour que les personnes retrouvent des emplois, en leur offrant aussi, et là je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Lenglet, sur la formation professionnelle, beaucoup plus de moyens, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 14% des fonds de la formation qui sont dédiés sur les demandeurs d'emploi. Tout le reste, c'est sur notamment les cadres ou les fonctionnaires. Alors que c'est vraiment sur les demandeurs d'emploi qu'il y a le plus de besoins de formation. Et donc, en parallèle de cette réforme de l'assurance chômage, il y a la réforme de la formation pour faire en sorte qu'on puisse former beaucoup plus les Français. Il y a 2 millions de formations qui seront proposées durant le quinquennat. C'est 15 milliards d'euros et c'est la possibilité de faire baisser le chômage de manière très importante. Alors, Gérard Longuet, ensuite, vous en avez parlé. Moi, je suis profondément inquiet parce que les démissionnaires, les travailleurs indépendants, si leur indemnisation du chômage reconnue comme droit est assurée par l'État, il n'y aura pas de contrôle. L'État est incapable de contrôler et on le voit très bien d'ailleurs dans les effets pervers de tel ou tel système. On sait très bien que dans le travail intérimaire, on sait très bien que dans les CDD, on sait très bien que pour les intermittents, il y a assez naturellement des comportements avec une complicité objective d'ailleurs des employeurs comme des salariés pour tirer le maximum de parti parce que l'État ne sait pas contrôler l'argent qu'il dépense. Vous évoquiez les assurances privées, elles le font parce qu'elles sont obligées de le faire. Et si elles ne le font pas, elles explosent. L'État, lui, va apporter une garantie, c'est là où je suis en désaccord. J'aime bien les réformes et je ne passe pas mon temps à manger du Macron tous les matins, c'est pas du tout mon état d'esprit. En revanche, je le mets en garde contre un système qui, en effet, va être un système d'État-providence avec un État qui est incapable de contrôler les effets pervers qu'il déclenche. Ça m'amène, Hervé Chaperon, au sujet de la gouvernance. Là aussi, il y a des inquiétudes. Alors simplement, pour revenir sur ce qui vient d'être dit, le contrôle des chômeurs mis en place à Pôle emploi il y a 3-4 ans avec une polémique monstre. Vous m'aviez d'ailleurs invité à ce même micro à l'époque. C'est 400 personnes. Pôle emploi, c'est 54 000 personnes. On voit tout de suite ce que ça peut donner. Bon, ça c'est ce premier point. Et en plus, je dirais, autant on trouve tout à fait normal d'être contrôlé quand on prend le TGV, autant on n'admet pas, je ne sais pas pourquoi et par quel procédé, qu'un demandeur d'emploi soit contrôlé. Il ferait bien de passer outre-Rhin, il verrait que c'est autrement plus efficace. Car le simple refus d'une convocation, c'est 10% de moins d'allocation. Bon,
Toujours est-il que la deuxième chose, c'est que vous parliez de la formation des demandeurs d'emploi. Comment peut-on admettre qu'un seul demandeur d'emploi sur 10 soit formé? On a formé depuis 40 ans ceux qui en ont le moins besoin. Les plus motivés, c'est-à-dire ceux qui ont du travail et qui il veulent est bien progresser. évident que pour être formé, il vaut mieux travailler chez Total ou dans une multinationale que chez un artisan qui a 5 personnes. Ça, c'est une injustice totale. Deuxième point, ou troisième point, le gouvernement s'apprête à remettre 15 milliards en 5 ans sur la formation. Aujourd'hui, 35 milliards. C'est le budget de la défense, à peu près. Vous avez des ministres, c'est à peu près ça. Bon, pour un pays qui est en guerre, on a autant de budget sur la formation professionnelle. On va remettre 15 milliards. Mais si on ne réforme pas, voire si on ne refonde pas la formation professionnelle, même cause, mêmes effets. Absolument. On va arroser Il faut, du sable. avant de réinjecter de l'argent, faire la refondation de la formation professionnelle. Parce que comment s'est traduit depuis 40 ans le traitement des demandeurs d'emploi? On a considéré, par une formule simple, plus on consomme, plus on agit. Mais c'est totalement faux. Et on voit aujourd'hui les résultats. Donc, réinjecter évidemment de l'argent. L'Allemagne est à plus de 70 milliards, entièrement gérée par les régions. Et là, on peut se poser la question de l'échec de la loi NOTRe, qui n'a pas été jusqu'au bout, une procédure inachevée. Et, comment dirais-je, et avant, il faudrait faire deux choses. On a 80 000 organismes de formation. Les Allemands en ont 8 000. Et la deuxième chose... Peut-être la réponse de Damien Abad, et ensuite on fera parler Virginie Pradel, qu'on n'a pas encore beaucoup entendu. Attendez, je termine. C'est la sanction tant défavorable que positive, à savoir et pour le formateur et pour le formé. Parce qu'on forme quand même dans le vide. Absolument. Je partage globalement le diagnostic que vous faites, et notamment sur la gouvernance de la formation professionnelle. En France, on n'a pas de pilote dans l'avion de la formation et de l'apprentissage, ce qui fait que finalement on se retrouve avec des entreprises qui recherchent des demandeurs d'emploi, des personnes qui sont compétentes, et elles ne trouvent pas. Et d'à côté, on a un chômage de longue durée qui s'installe et des personnes qui ont envie de travailler, mais à qui on ne propose pas les formations. Et il faut mettre en adéquation ces deux demandes-là pour que les entreprises qui recrutent, qui ont des besoins... J'ai l'exemple, moi, on développe en ce moment la fibre optique massivement dans le pays. Mais le problème, c'est que les sociétés qui déploient de la fibre optique, ils recherchent des soudeurs. Et les soudeurs, il n'y en a plus. Et du coup, on fait appel à des travailleurs détachés qui viennent de l'étranger pour venir faire la fibre optique chez nous, alors qu'on pourrait former des soudeurs chez nous. Il faudrait juste qu'on réouvre des formations de soudeurs, parce qu'avec la crise économique, on a fermé des formations. Ce ne sera pas avec un pilote national que vous réussirez. Alors, je dis pas... Mais avec une décentralisation très forte, y compris au niveau régional, au minimum au niveau régional. Je pense effectivement que le bon endroit, c'est le bassin d'emploi, et effectivement peut-être que les régions peuvent être un acteur important. Pour revenir un peu sur le problème de l'assurance chômage à proprement parler, je pense qu'un point important à soulever, c'est, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est vraiment celui de dire qu'aujourd'hui on fait contribuer l'ensemble de la société française au financement du chômage par le biais de la CSG, qui potentiellement va augmenter, si ce n'est pas les contributions patronales. Et à ce titre... C'est pas du tout... pour l'instant, à l'ordre du jour. Hein. Mais c'est une inquiétude du patronat. C'est pas à l'ordre du jour, mais bon, vous voyez bien que vu les coûts qui sont attendus... Il y a un robinet qui verse de l'eau, c'est celui-là, il n'y en a pas d'autre. C'est peut-être pas à l'ordre du jour, mais ça va l'être bientôt. Ça, c'est votre sentiment à vous, hein. C'est pas du tout la position du gouvernement. Comment vous voulez financer 14 milliards de dépenses supplémentaires juste en contrôlant un peu plus les chômeurs, alors qu'on est incapable de le faire depuis 40 ans? Enfin, il faut être... Sur les 14 milliards, déjà, le chiffre, moi, je le valide pas du tout. Vous ne le validez pas, mais l'Institut Montaigne a estimé que ça pourrait coûter jusqu'à 9 milliards d'euros. Voilà, sans connaître les conditions exactes. Mais je pense qu'à partir du moment où on fait financer ça par l'impôt, on ne peut pas se permettre d'être dans le doute, on ne peut pas se permettre de ne pas mesurer. En tous les cas, c'est beaucoup d'argent et sur ça, la CSG. Voilà, c'est beaucoup d'argent. Et tout ça pour dire que, sachant que ce sera financé par l'ensemble des contribuables français,
par le biais de la CSG. Je trouve ça mais totalement déraisonnable de l'ouvrir aux salariés démissionnaires alors que cela n'existe dans aucun pays. J'ai vérifié, aucun pays ne... Et on peut être précurseur aussi, hein, ça peut arriver. Oui, mais dans la dépense, on a toujours été précurseur et ce qui explique que nous ayons 100% des droits nouveaux pour les salariés. Et pour les aux indépendants, je conçois bien qu'il y ait aujourd'hui des indépendants qui soient dans des situations assez fragiles. Je pense notamment aux artisans. Maintenant, le cadeau empoisonné fait à tous les médecins, avocats, chefs d'entreprise de dire que demain ils seront au chômage et qu'ils pourront bénéficier de l'assurance chômage, je trouve que c'est de la mauvaise foi et en fait c'est juste leur faire un faux cadeau pour que eux contribuent par derrière via la CSG au paiement du déficit de l'assurance chômage qui va bientôt atteindre 37 milliards d'euros en 2018. Cumulé. Peut-être, Damien Adam, parce qu'on évoquait la question de la gouvernance et je vous ferai aussi réagir sur ce point. Hervé Chaperon, est-ce qu'il faut craindre que les partenaires sociaux soient évincés de l'UNEDIC? Ça, c'est une je ne crois pas que ce soit ce que nous ayons annoncé. Pour l'instant, c'est du bilatéral entre les syndicats patronaux et syndicats de salariés. Et l'idée, ce serait d'aller vers du multilatéral, du tripartite, avec l'État qui, du coup, est le payeur de l'UNEDIC. Effectivement, c'est 4 milliards de déficit annuel. C'est quasiment 40 milliards, 35 milliards de dettes. Et c'est bien l'État qui, derrière, le finance, cette dette. Donc, si l'État n'a pas son mot à dire, ça paraît quand même surprenant. Si le payeur n'a pas son mot à dire, ça me semble un peu surprenant. Donc c'est juste ce qu'on veut faire. Hervé Chaperon, sur ce point de la gouvernance. Écoutez, vous faites bien, et vous ferez bien de le dire, et vous ferez bien de regarder comment s'est passée la création de Pôle emploi. C'est quand même l'UNEDIC qui paye 2/3 du budget de fonctionnement de Pôle emploi. Bon. Les partenaires sociaux au conseil d'administration n'ont rien à dire. C'est l'État qui décide. Bon. Et on est dans un système de nationalisation rampante. Et ça pose quand même un problème. Parce que ici, je tiens à rendre hommage à l'assurance chômage qui, depuis 40 ans, joue les amortisseurs de crise. Bien sûr. Bien. Et il me semble que l'assurance chômage n'a pas failli à sa mission au cours du temps. Moi, j'aurais envie de vous citer une phrase d'un économiste, certes libéral, du milieu du 19e siècle. Parce que ça pose le problème de l'État stratège. Vous savez, cet État qui était prêt à faire tourner des TGV à 80 à l'heure pour sauver 400 chômeurs. Bon. Alors, évidemment, si j'avais été chômeur, j'aurais bien aimé qu'on le fasse. Été contre. Bien sûr. Mais au niveau de l'État, au niveau de l'intérêt général, au niveau des finances publiques, on peut s'interroger. Eh bien, cet économiste libéral, milieu du XVIIe siècle, savez-vous ce qu'il disait? Il disait, quand l'État veut faire le bien, il le fait mal. Et quand l'État veut faire le mal, il le fait bien. Donc, moi, je suis très sceptique. C'est au moins du Bastia. Comment? C'est au moins du Bastia. Je suis très sceptique sur ce côté de l'État sait tout faire, que la haute technocratie être une partie prenante est plus de la intelligente que le peuple. Pas se substituer, mais moi, je crois, contrairement à ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, encore au corps intermédiaire. Mais nous aussi. Gérard Longuet, est-ce qu'il faut redouter justement une sorte de tutelle renforcée des pouvoirs publics sur cette gouvernance de l'assurance chômage? Totalement, parce qu'à partir du moment où en effet le régime est profondément déficitaire, parce que la politique ouvre des droits nouveaux que les entreprises ne sont pas capables de financer et qui pèsent sur le coût de la main-d'œuvre et donc renforce le chômage, puisque la politique est à l'origine de ce dérapage, la politique se retourne vers son seul outil, qui est le budget de l'État, c'est-à-dire l'impôt, c'est-à-dire la CSG. Donc c'est en effet à craindre. Mais je partage totalement votre avis. Tant qu'on sera dans cette logique où j'annonce que je dépense les démissionnaires, les professions libérales, c'est pas grave, les contribuables vont payer. Donc la compétitivité française va s'effondrer et nous allons avoir encore plus de chômeurs. Je ne comprends pas ce gouvernement parce que par certains égards, à certains aspects, il a un courage fantastique, par exemple sur la fiscalité du capital, l'outil de travail, c'est du capital, et dans d'autres domaines, démissionnaires et professions indépendantes, il crée des déficits qui vont plomber son dynamisme économique. Je ne le comprends pas. C'est juste qu'on prend en considération un changement de société. Oui, on évoquait, Gérard Longuet, cette flexi-sécurité à la française, c'est-à-dire que d'un côté, on donne plus de flexibilité aux entreprises, mais en contrepartie, il faut bien aussi plus de sécurité pour les salariés. C'est ce que veut faire le gouvernement. Mais la sécurité, c'est le succès des entreprises. La vraie sécurité, il n'y en a
qu'une règle, il n'y a qu'une règle, pardon, c'est le succès des entreprises. Lorsque vous gagnez des parts de marché, vous embauchez. Lorsque vous avez des produits nouveaux, lorsque vous investissez, vous embauchez. Mais indemniser les démissionnaires, c'est aussi pour fluidifier le marché du travail, nous dit-on. Est-ce que ça, vous Et moins de malheur au finalité travail peut être atteinte? Si vous voulez, alors, dernier problème, et après je me tais, les entreprises sont faites pour gagner de l'argent. Et si elles gagnent de l'argent, elles peuvent assumer toutes les charges sociales qui sont les leurs. Si elles en perdent, ça ne pourra pas marcher. Et donc la première chose que je demande à l'État, c'est de laisser les entreprises gagner. Ce ne sera plus une charge sociale, justement, par rapport aux salariés démissionnaires, parce que je pense qu'il faut faire une petite précision. C'est tous les 5 ans. Voilà, tout à fait. Mais les salariés démissionnaires sont déjà indemnisés dans certaines circonstances lorsqu'elles sont considérées comme légitimes, par exemple pour poursuivre son conjoint lorsque celui-ci est muté ou en cas d'harcèlement moral. C'est légitime et à ce titre, c'est tout à fait normal que la collectivité indemnise ce type de personnes. Après, sincèrement, indemniser tous les cas de départ, je trouve ça va l'année sabbatique pour le tour du monde, c'est pas terrible. Le marché du travail. Non, parce qu'on renforcera les contrôles. Je voudrais revenir sur ce que disait Gérard Longuet sur le déficit de l'assurance chômage. D'une vache sacrée, on est passé, l'assurance chômage, à une vache à lait. Parce que, quand même, l'État fait financer une partie de sa politique culturelle par l'assurance chômage, le régime des intermittents du spectacle. C'est quand même 300 millions de recettes pour 1 milliard de déficit. Bon, alors, donc, remettons les choses en place, on sera moins en déficit. Ça, c'est comment dirais-je, le premier point. Deuxième point, je ne suis pas du tout choqué par cette volonté d'égalité et de couvrir finalement les indépendants, ceux qui osent le plus. Je ne suis pas du tout choqué. Sur le principe, il faut voir les modalités, mais sur le principe, je serais encore assez partant. Par contre, la démission tous les 5 ans, c'est recréer les pré-retraites, c'est les effets d'aubaine à coût de milliards, et ça, je pense que ces deux écueils-là démolissent le bien fondé d'une mesure qui pourrait être justifiée par, comme vous le disiez, la fluidité des carrières. Alors, votre réponse, alors effectivement, mais c'est tout l'objet des concertations qui commencent, c'est de définir l'intégralité du projet, les bornes qu'on peut y mettre, les critères pour en bénéficier, et pour qu'on puisse mettre en place cette mesure et qu'elle nous coûte un prix raisonnable. Et quand je voudrais rebondir aussi sur ce que vous disiez, M. Langlais, sur la compétitivité, c'est ce qui fera effectivement avoir des emplois. Mais ça, je suis complètement d'accord avec vous, et c'est pour ça qu'on retire les cotisations salariales qui financent l'assurance chômage et qu'on le met sur un système qui s'appelle la CSG, qui bénéficie à l'ensemble des Français. Ça nous permet de favoriser le coût du travail en France et d'inciter des entrepreneurs à investir en France et non pas dans d'autres pays. Et sachant que le problème du chômage, c'est pas un problème uniquement des travailleurs qui sont au chômage, c'est un problème de l'ensemble du système. Parce que si on a des chômeurs en France, c'est des personnes qui vont moins consommer, qui vont faire moins de choses et qui du coup vont moins rapporter à l'économie. Donc c'est l'intérêt de tous les Français que notre chômage diminue. Et c'est tout l'objet de l'ouverture de l'assurance chômage et du financement de l'assurance chômage sur la CSG. Gérard Longuet. Oui, on ne va pas reprendre le débat sur la société française dans son ensemble. Je pense que la relation avec le travail, pour un pourcentage significatif de nos compatriotes, a changé. Et le travail, l'idée de l'autonomie, l'idée d'accéder à la liberté, à l'indépendance par le travail n'est plus une idée majoritaire dans les plus jeunes générations. Voilà. Et ça, c'est un facteur qui mériterait d'être un petit peu approfondi. Et je crains en effet que l'indemnisation du démissionnaire soit comme l'intermittence ou comme l'abus de CDD ou l'abus d'intérim aboutissent à créer des effets pervers. D'une situation, on crée un statut. On arrive au terme de ce débat, peut-être le mot de la fin avec vous. Juste un mot sur les emplois aidés. Je trouve que le gouvernement est courageux, mais le courage n'oblige pas à la brutalité, c'est tout. Il aurait dit voilà. C'est pas brutal. Mais si, parce que du jour au lendemain. Par rapport au budget 2017, on baisse de 80 000. Auprès des collectivités quand vous avez la moitié territoriales, dans un département, la moitié des emplois aidés qui disparaissent dans une commune, ça pose quand même des petits problèmes. Virginie Pradel, j'aimerais soulever une petite question parce que du coup, comme on le disait au début de ce débat, on se dirige vers une logique assistentielle, la fameuse logique beveridgienne. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même indemnisé en fonction de son salaire. C'est-à-dire que c'est proportionnel au salaire. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, tout le monde est indemnisé de la même manière et de façon assez rudimentaire.
l'indemnisation est très faible. Je crois que c'est de l'ordre de 400 € par mois. Exact. Donc j'aimerais bien que le gouvernement réponde à la question suivante. Est-ce que l'on se dirige vers ça en France? Parce que je pense qu'il faudrait avertir les gens au préalable. Ça veut dire que ça change énormément. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va ouvrir l'assurance chômage à des indépendants qui n'ont jamais cotisé jusqu'alors. Parce que les salariés cotisent. Voilà, c'est ce qu'on évoquait effectivement avec ce risque peut-être de voir le droit des chômeurs diminuer. Voilà. On arrive au terme de ce débat. Non, mais juste une question à mon collègue parlementaire, parce que nous sommes tous les deux parlementaires, et n'aimeriez-vous pas que le Parlement, l'Assemblée en l'occurrence, soit plus associé? Vous dites qu'il y a des négociations entre les uns et les autres, mais finalement, comme c'est l'argent du contribuable qui va payer la différence, ce serait mieux que les députés d'abord, les sénateurs ensuite, soient associés au débat et qu'on ne nous livre pas quelque chose. La méthode, c'est ils le seront à travers les débats parlementaires qui auront lieu au premier semestre 2018. On leur apportera un rôti ficelé en disant c'est à prendre ou à laisser. Merci Gérard Longuet, merci à vous Damien Adam, merci Virginie Pradel, merci Hervé Chaperon. On va d'ailleurs retrouver Saveria Rojek qui suit pour nous ces consultations depuis l'Élysée. Le chef de l'État, on le disait, qui reçoit depuis ce matin les partenaires sociaux. C'est à vous Saveria. Eh bien Delphine, on a senti les syndicats un peu plus crispés, un peu plus échaudés, car ils connaissent désormais la méthode Macron. L'exécutif, on le sait, veut faire passer de grandes mesures, ouvrir l'assurance chômage aux démissionnaires et aux indépendants. Au chapitre formation professionnelle, le gouvernement veut qu'elle réponde mieux aux demandes des employeurs, plus de lisibilité également. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, parle d'une application sur téléphone portable pour savoir où chacun en est. Je vous propose d'écouter à ce sujet Philippe Martinez, le leader de la CGT. Pas question pour nous de réduire les droits des privés d'emploi, mais par contre, il faut donner des droits à ceux qui n'en ont pas. Et vous savez qu'un chômeur sur deux n'a pas de droits. Donc, augmenter les droits, rallonger la période sur laquelle on peut bénéficier des droits et surtout faire en sorte que durant cette période, afin de favoriser un retour à l'emploi, eh bien, la qualification et le salaire précédent soient reconnus dans la période de chômage. Voilà donc une réforme qui s'annonce délicate car le dossier crispe, bien sûr. L'architecture de ces réformes n'est pas encore définie. C'est précisément l'objet des discussions à venir. Sur le calendrier, eh bien, les partenaires sociaux seront reçus la semaine prochaine à Matignon. Puis enfin ce sera le tour de Muriel Pénicaud au ministère du Travail. Les projets de loi, eux, ne seront dévoilés qu'au printemps prochain. Merci beaucoup Saveria pour toutes ces précisions. 2 jours après une mise en garde sur la sécurité des centrales nucléaires françaises, des militants de Greenpeace ont réussi à s'introduire sur le site de la centrale de Cattenom en Moselle. Ils ont ainsi voulu alerter sur le risque autour des piscines de combustible usagé. EDF a reconnu une intrusion sur la centrale mais affirme que les militants ont été rapidement stoppés avant de pouvoir accéder à la zone nucléaire à proprement parler. Ils ont été placés en garde à vue selon la préfecture de Moselle. Alors je vous propose de retourner à celle des conférences pour une réaction. Avec vous, Tam Tranui, à vos côtés, le sénateur Les Républicains, Jérôme Bignon. Oui, je suis avec Jérôme Bignon, sénateur République et Territoire de la Somme, membre de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Votre réaction à ce feu d'artifice qui a été tiré par des militants de Greenpeace ce matin, donc dans la centrale de Cattenom en Moselle, est-ce que c'est une alerte quant au manque de sécurité dans les centrales nucléaires françaises ? Je ne pense pas que ça soit une bonne façon d'aborder ce type de problème que d'ajouter à l'anxiété ambiante qui existe dans notre pays sur le terrorisme des manifestations visibles. Qu'il y ait des problèmes, que les organisations non gouvernementales estiment qu'il y a des problèmes, que ces problèmes soient mis sur la place publique, on peut le faire de façon intelligente. Je trouve que de le faire de façon un peu exubérante ne rajoute pas grand-chose au dossier et ne rajoute pas beaucoup à la solution. C'était une manifestation qui suivait aussi la remise d'un rapport qui a été commandé par Greenpeace à des experts sur ce sujet, des experts qui estiment qu'il y a un danger au niveau des piscines de combustible usé et qui estiment que ces piscines ne sont pas suffisamment protégées contrairement aux réacteurs. Je ne connais pas le rapport. Je ne l'ai pas lu, puisque j'ai vu qu'il y avait 7 personnes qui en avaient été destinataires, je ne faisais pas partie des 7. Donc je pense qu'à partir du moment où ils disent petit 1, on remet un rapport, petit 2, on fait un rapport light, pour ne pas que ça soit sur la place publique, pour ne pas donner d'informations aux terroristes. Justement. Ça part tout ça d'un bon sentiment. C'est une démarche que j'estime, adulte.
Et constructive. Oui, et mature, c'est bien. Mais le pétard et le feu d'artifice, on retombe dans le guignol. À partir du moment où on a une démarche en disant c'est dangereux, on veut alerter les pouvoirs publics en leur remettant, pour ne pas mettre sur la place publique tous les éléments, parce que c'est pas la peine de raconter tout à tout le monde. C'est pas la peine d'aller faire des feux d'artifice. Les pouvoirs publics, ils vont lire le rapport, ils vont en discuter. EDF et le gouvernement n'est pas peuplé d'irresponsables. Sur des sujets comme ça, je pense que c'est immature et irresponsable de le faire. De temps en temps, Greenpeace aime bien... ils ont besoin de faire parler d'eux. Ce sont des opérations de communication. Oui, mais je trouve que sur des sujets de ce type, il y a des tas de façons d'en parler. La preuve, c'est que on en parle tous les deux. Je suis pas venu avec un masque et je fais pas de grimaces pour dire que je suis pour ou que je suis contre. Simplement, on se met autour d'une table, on discute. C'est des sujets qui sont suffisamment sérieux pour qu'ils alertent la représentation nationale, ce qu'ils ne font pas d'ailleurs. Ils vont directement faire des pétards sur le site, moyennant quoi ça alerte nos voisins luxembourgeois. Donc, vous avez vu que la ministre luxembourgeoise de l'Environnement s'est manifesté en disant qu'il fallait tout de suite qu'on les prévienne. Les Luxembourgeois feraient bien sur ces sujets-là d'être un petit peu plus calmes, parce que quand ils ont des comptes, quand ils abritent des comptes invraisemblables sur le plan fiscal, ils n'aiment pas beaucoup qu'on leur en parle. Alors chauffe chacun chez soi, les vaches seraient mieux gardées. Sur le fond, est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être investir dans la protection des centrales nucléaires françaises ? Sûrement. Il faut toujours investir pour faire en sorte que ça soit le plus sûr possible, à la fois parce que ce sont évidemment des dangers, sont des sites qui sont extrêmement sensibles, compte tenu du matériau qui est utilisé pour faire fonctionner ces centrales. Donc il faut avoir une sécurité maximum. Alors on a un certain nombre de choses qui fonctionnent avec l'autorité de sûreté nucléaire, avec toutes les agences qui s'en occupent, avec EDF qui ne sont quand même pas des nains sur ces questions-là. Et puis il y a aussi tout par rapport à la sécurité publique, par rapport au terrorisme, il y a les pelotons de gendarmerie, il y a plusieurs milliers de militaires, de gendarmes qui s'en occupent. Donc on ne part pas de zéro. Qu'on améliore, c'est sûr, il faut toujours améliorer. Mais je pense qu'il y a manière et manière de le faire. Et je trouve que c'est très paradoxal de dire on raconte pas tout, mais en même temps on fait beaucoup de bruit, on alerte tout le monde. J'aurais apprécié qu'ils demandent des rendez-vous dans les ministères, qu'ils demandent des rendez-vous. Bon, voilà. Merci beaucoup Jérôme Bignon pour votre réaction. Merci à vous, Tam. Et puis en bref, Nathalie Goulet, sénatrice centriste de l'Orne, demande une commission d'enquête sur la sécurité sanitaire, en particulier le glyphosate. Une annonce qui intervient alors que la Commission européenne doit se prononcer très prochainement sur le renouvellement de ce pesticide jugé cancérogène par l'OMS. Février 2017, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi menée par des sénateurs Les Républicains pour maintenir les compétences eau et assainissement optionnelles pour les communautés de communes, contrairement aux obligations de la loi NOTRe. Ce texte sera débattu ce soir par l'Assemblée nationale, mais a peu de chances d'être adopté. Explication Jérôme Rabier. Fini la gestion des communes en matière d'eau et d'assainissement, place à l'intercommunalité. Cette mesure de la loi NOTRe votée en 2015 prévoit que d'ici à 2020, ce transfert de compétences devienne obligatoire. Mais les élus locaux sont remontés et les sénateurs qui en sont les porte-voix également. Ils ont voté en début d'année une proposition de loi pour rendre optionnel ce transfert, avec à la clé l'argument du juste prix payé par l'usager. S'il y a quelque chose qu'il ne fallait pas faire, c'est bien cela. Parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. Si jamais nous transférons l'eau, je vous donne rendez-vous dans quelques années où on aura des reportages qui nous diront que le prix de l'eau a été multiplié par 2, par 3, par 4, par 5, voire plus, ce qui est évident. Les sénateurs ne comptent pas abandonner ce combat et mettent donc la pression sur le gouvernement. Interrogé lors des questions d'actualité, l'exécutif ne veut pas céder et renvoie les éventuelles discussions sur ce point plus tard. Il n'est pas envisagé de revenir sur l'ensemble de ces compétences transférées dans la loi NOTRe. Je vous propose, merci Monsieur le Président, de travailler dans le cadre de la conférence des territoires et s'il le faut, Monsieur Longeot, de revenir et de légiférer dans quelques mois. Alors que le texte sénatorial doit être rejeté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les sénateurs, appuyés par toutes les associations d'élus locaux, continuent de dénoncer une mesure inutile, voire coûteuse pour les contribuables, pour l'instant sans succès. Et justement, Mathieu Darnaud, sénateur Les Républicains de l'Ardèche, qui avait été le rapporteur de cette proposition de loi, et mon invité, c'est tout de suite.
Mathieu Darnaud, bonjour. Bonjour. Je le disais, vous aviez été le rapporteur de ce texte quand il avait été adopté à l'unanimité au Sénat en février dernier. Comment expliquez-vous aujourd'hui la position de vos collègues députés ? Très sincèrement, je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas parce que cela a été dit d'ailleurs dans votre reportage, vous-même venez de le rappeler, c'est un texte qui a été adopté à l'unanimité ici au Sénat et c'était aussi la conséquence de la commission de suivi sur les lois de réforme territoriale qui nous a conduit à rencontrer l'ensemble des élus sur le territoire et j'allais dire ce sujet figure parmi les préoccupations prioritaires des élus locaux. Et donc nous pensions légitimement, eu égard à l'ensemble des raisons qui ont prévalu justement et qui ont fait que nous avons obtenu l'unanimité au Sénat de l'ensemble des groupes que le gouvernement enverrait un signal fort, à la fois qui permet de dire j'entends les préoccupations des élus sur le territoire, et surtout parce que le fond des choses, c'est bien ça, de permettre et surtout de préserver un prix de l'eau qui, sur certains territoires, pourrait être amené à augmenter, comme ça vient d'être... Ça, c'est l'inquiétude justement qui justifie que vous demandiez le maintien de cette compétence au niveau communal ? Tout à fait. Moi, vous savez, j'aime bien la notion de bon sens. Ce qui fonctionne sur les territoires, au travers des régies municipales, des syndicats, des eaux, voire, parce que c'est le cas aussi, par des intercommunalités. Et d'ailleurs, ce bon sens a prévalu, puisque quand cela s'imposait, les élus ont transféré ces compétences eau et assainissement aux intercommunalités. En revanche, et d'ailleurs, la ministre Gourault l'a rappelé à l'occasion des questions d'actualité au gouvernement, il y a des préoccupations, il y a des difficultés qui justifieraient ce maintien, notamment s'agissant des communes de montagne, par exemple. Alors pourtant, justement, vos collègues députés estiment que ça va faire des économies, justement, si on fait ce transfert obligatoirement à des EPCI. Oui, mais vous savez, c'est pas parce que on assène et que l'on dit que ça va faire des économies que c'est une réalité. Encore une fois, nous avons, avec la commission de suivi, essayé d'évaluer justement l'impact, notamment par rapport aux coûts, et on s'aperçoit au contraire que la possibilité qui est laissée aux communes, dont je rappelle que c'est souvent un des rares budgets excédentaires, notamment quand c'est géré en direct par les communes ou par les syndicats, montre justement l'efficience en matière de gestion. Et c'est plutôt l'inverse qui semble se dégager. Cela coûterait, semble-t-il, plus cher et surtout, in fine, plus cher pour l'usager si on oblige à transférer ses compétences eau et assainissement. Ouais. Autre argument, et là je me fais l'avocat bien de vos collègues députés, ils refusent de détricoter la loi NOTRe. Oui, mais je crois qu'encore une fois, il faut avoir une approche pragmatique. On n'est pas là pour détricoter. On a voulu, et le président Larcher a souhaité que cette commission de suivi permette justement une évaluation. Un texte de loi a nécessité d'être évalué. Si on veut en mesurer la portée et l'efficience, il faut aussi qu'on soit en capacité de se dire qu'il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Il y a aussi des sujets qui sont particulièrement anxiogènes parce que les élus locaux s'inquiètent à juste titre. Et si on ne peut pas corriger ces textes, et notamment le texte de la loi NOTRe, je considère qu'il y a un dysfonctionnement. Parce que quelle est la finalité ? La finalité, c'est que les choses fonctionnent sur les territoires, et non pas qu'une loi ne puisse être touchée au motif qu'on refuse de détricoter. C'est pourtant dans l'air du temps, la mutualisation des services, les transferts de compétences. Oui, mais on peut mutualiser les compétences eau et assainissement au travers d'un syndicat. J'ajoute que c'est une compétence qui est tout à fait atypique, la compétence de l'eau, parce qu'elle échappe à la seule logique intercommunale. Preuve en est, aujourd'hui, on parle plutôt de logique de bassin versant s'agissant de l'eau. C'est une compétence atypique, c'est une compétence essentielle. Moi, je viens d'un département, la gestion de l'eau, c'est quelque chose qui est économiquement vital pour l'économie de nos territoires, pour l'économie notamment touristique. Et on a constitué dans le temps des syndicats qui ont fait la démonstration de leur efficacité sur le plan de l'économie, sur le plan de la mutualisation, comme vous êtes en train de le dire, et sur le plan aussi de toutes les mesures liées à l'assainissement et encore une fois, qui ont permis dans le temps justement d'être perçues comme largement satisfaisantes et répondant aux aspirations de nos concitoyens in fine, parce que c'est bien là l'essentiel. Ce texte est également soutenu par les associations d'élus locaux. Est-ce qu'il faut y voir une volonté recentralisatrice de l'État ? Écoutez, ici même, il y a quelques semaines, lors de la Conférence nationale des territoires, j'ai cru entendre
de la bouche du président de la République, du gouvernement, la volonté de redonner un peu de la liberté, de considérer les élus locaux qui, aujourd'hui, ont le sentiment de n'avoir à gérer que des contraintes, des choses qui leur sont imposées. La volonté de faire en sorte qu'ils soient à nouveau des acteurs. Je pense que c'eût été là un signal fort envoyé aux élus locaux sur une préoccupation qui est généralisée, qu'on rencontre autant en Ardèche qu'en Bretagne, que des Landes à la Moselle. Et je pense qu'il est important, encore une fois, d'entendre certains signaux, considérant encore une fois que ça repose sur une logique de bon sens et d'efficience en matière de gestion. Alors on nous dit que Jacques Mézard, qui était un sénateur quand ce texte a été adopté, devenu ministre, ne siégera pas ce soir sur le banc des ministres à l'Assemblée nationale. C'est un signe de l'ambivalence du gouvernement sur cette question, selon vous ? Je ne sais pas, il ne m'appartient pas d'ailleurs d'en juger. Ce que je sais, c'est que j'ai eu l'occasion d'échanger avec le ministre Jacques Mézard. Jacqueline Gourault également a été sénatrice lorsque nous avons voté. D'ailleurs, je rappelle, vous disiez que c'était un texte des Républicains et des centristes, puisque François Zocchetto, avec Philippe Bas et Bruno Retailleau, ainsi que moi-même, nous étions co-auteurs de ce texte. Et encore une fois, il a été approuvé largement. C'est dire s'il n'y a pas une problématique politique ou clivante. On est là sur un texte qui fait l'unanimité. Vous l'avez rappelé, c'est important, qui est plébiscité par les associations d'élus locaux. Je crois qu'aujourd'hui, tous les signes montrent, à mon sens, l'impérieuse nécessité qu'il y avait à adopter ce texte et à ne pas avoir justement un regard dogmatique de la part de certains députés. Il y a d'autres arguments qui sont évoqués, économiser les ressources en eau, on parle de rationalité écologique ou encore ça permettrait une réduction du taux de fuite sur les réseaux, ce transfert de compétences. Oui, mais ça, vous savez, on sait le gérer avec les syndicats. Je vais aller un petit peu plus loin. Je pense qu'à travers ce texte, il faut aussi réfléchir à la façon dont on légifère. Ce qui est important quand même, sur un sujet aussi important, aussi vital que la gestion de l'eau et de la question de l'assainissement, il est bien sûr essentiel de se tourner vers les principaux intéressés, les élus qui gèrent cette problématique, mais surtout aussi de travailler pour mettre en place des études d'impact qui définiront véritablement si ça va générer des coûts supplémentaires ou si au contraire, et c'est ce que je crois, que nous sommes nombreux à croire, on va plutôt rationaliser et s'adapter aux problématiques des territoires. L'eau et l'assainissement, ça n'est pas linéaire, ça n'est pas une problématique qui se gère de la même manière selon le territoire dans lequel on se trouve, selon si on est en zone de montagne, en zone de plaine. Donc encore une fois, vous savez, je crois beaucoup à la question de la différenciation territoriale. On est là au cœur de ce sujet. Emmanuel Macron aussi, il l'avait rappelé lui-même. Oui, mais on n'a pas les mêmes conclusions. Et surtout quand on parle de liberté, c'est bien de donner des signes forts sur un texte qui faisait l'unanimité, et on a plutôt l'impression d'avoir une forme de rigidité du gouvernement, alors même que certains des ministres appelaient de leur vœu à ce que la loi NOTRe ne soit pas détricotée, mais puisse être corrigée ponctuellement. Alors, Mathieu Darnaud, vous restez avec nous puisque ce texte aussi intervient dans un contexte de tension entre l'État et les collectivités territoriales. Un colloque a lieu aujourd'hui au Sénat, organisé par Caroline Cayeux, qui est présidente de Ville-de-France, sénatrice de l'Oise. Elle est à vos côtés, Tam Tranui. Oui, je suis avec Caroline Cayeux, présidente LR de Ville-de-France et maire de Beauvais. On va parler ensemble du colloque qui se tient cet après-midi au Sénat autour des leviers qui peuvent être actionnés face aux nouvelles contraintes budgétaires qui frappent les villes. Ces leviers se situent notamment au niveau du patrimoine. Quels sont-ils ? Écoutez, d'abord, je vais revenir sur la matinée de ce matin. Nous avons reçu en conclusion de la matinée le ministre Mézard et qui a été interpellé sur deux sujets majeurs aujourd'hui, la taxe d'habitation et le logement, avec toute la politique telle que le président de la République est en train de la dérouler. Donc on a fait part des inquiétudes très profondes des maires, des présidents de communautés d'agglo sur la gestion de leur budget pour la fin du mandat. Et donc il y a eu une annonce du ministre sur un plan pour les villes moyennes. Nous sommes très heureux parce que c'est la première fois que nous obtenons
prenons un vrai plan pour les villes moyennes. Vous n'êtes finalement pas du tout dans le même état d'esprit, par exemple, que les régions qui se sont retirées de la conférence des territoires après les annonces du Premier ministre. Non, nous allons être vigilants, certes, mais nous accepterons et nous serons positifs sur les mesures qui nous concernent. Et donc, on l'a bien dit au ministre aujourd'hui que nous entendions continuer à travailler avec lui. Quelles sont ces annonces précises de la part du ministre Mézard? Sur le lissage des dotations, il a annoncé qu'il confirmait que la contractualisation avec les 319 collectivités les plus importantes, en ce qui nous concerne, ce sera les villes de plus de 50 000 et les agglos de plus de 150 000, et que nous aurons comme feuille de route de ne pas dépasser 1,2% d'augmentation du fonctionnement. Sinon là, les baisses de dotation seront importantes, d'autant qu'il a annoncé qu'il n'y en aurait pas de baisse en 2018. Vous faites finalement confiance au gouvernement aujourd'hui? On sait qu'ils ont une attention certainement sur les villes, puisque Édouard Philippe est lui aussi maire du Havre, il le rappelle souvent, Gérald Darmanin également maire. Écoutez, au mois de juillet, nous avions une totale confiance dans ce qui était proposé. Les mesures qui ont été proposées cet été ont été de nature à nous interpeller, à nous rendre un peu plus méfiants. Donc aujourd'hui, nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement, à proposer des idées, à faire une commission de travail qui planche sur la taxe d'habitation, sur le logement. Mais évidemment, nous serons très vigilants sur les réponses qui nous seront apportées. On va quand même parler de cet après-midi, puisque le contexte reste effectivement les contraintes budgétaires et il y a peut-être des leviers au niveau du patrimoine, je le disais. Alors il y a des leviers au niveau du patrimoine, oui, parce que ils sont lourds à gérer, ces patrimoines, à la fois les patrimoines historiques et à la fois les patrimoines administratifs, les bâtiments. Donc il y a des propositions qui vont être faites cet après-midi, à la fois par des collègues, à la fois par Monsieur Martin, qui est un spécialiste de ce genre de mesures. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'on trouve des leviers pour pouvoir améliorer nos réserves financières, pour améliorer nos marges qui nous permettent d'investir. Parce qu'évidemment, ça fait plusieurs plans de baisse de dotation que nous subissons depuis 2008. Et donc aujourd'hui, moi j'ai coutume de dire que nos collectivités sont un peu à l'os et qu'il est évident qu'on ne pourra pas continuer éternellement à perdre des dotations. Alors en plus on nous rajoute des charges, nous allons repasser sur les rythmes scolaires différents. Donc vous voyez, les responsabilités s'accumulent, l'argent baisse, donc l'équation est difficile. Merci beaucoup Caroline Cayeux d'avoir répondu à mes questions, mais on le voit en tout cas, il y a un véritable dialogue avec l'État sur ce sujet actuellement et avec Île-de-France. Merci à vous, Tam, avec Caroline Cayeux, donc, qui n'est plus sénatrice, mais qui est maire de Beauvais. Une réaction, Mathieu Darnaud, sur ce contexte de baisse des dotations aux collectivités territoriales. On sait qu'il y a eu Région de France qui a claqué la porte de la conférence des territoires. La semaine prochaine, l'ADF, bientôt l'Assemblée générale de l'Association des maires de France. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a quand même compris, essaie de tendre la main vers les élus, de revenir un petit peu sur les annonces qui avaient chagriné les élus cet été? J'espère très sincèrement. Mais force est de constater qu'il y a un problème de méthode. Je crois qu'avant de faire des annonces à l'emporte-pièce, on l'a vu sur les contrats aidés, on l'a vu sur la baisse des dotations, on l'a vu aussi sur la baisse un peu anticipée, rapide du nombre d'élus locaux. Tout ça a été dit et contredit. Moi, j'ai eu l'occasion d'évoquer ces sujets avec le ministre Mézard, dont on sait qu'il connaît la ruralité, qu'il est à l'écoute, notamment des sénateurs. J'espère, je le dis très sincèrement, parce que Caroline Cayeux disait qu'on était à l'os pour les collectivités. J'ai le sentiment qu'on a même commencé à attaquer le cartilage quand on commence à parler de DGF négative dans certaines communes, quand on voit planer le spectre de 13 milliards encore d'économies, sans nous dire vraiment comment les choses vont se passer, quand on parle de la réforme de la taxe d'habitation. Pour moi, véritable problème de méthode. J'espère, et je le dis très sincèrement, parce que nous serons à la fois très vigilants, et pour le coup assez remonté, si la conférence nationale des territoires est un artifice, si ce n'est pas un lieu d'écoute et de travail, parce qu'aujourd'hui, je parlais du caractère anxiogène de ces changements pour les élus locaux, je pense qu'il est grand temps d'écouter et de faire en sorte que les élus locaux, les maires notamment, soient remis au cœur de ces réformes, qu'ils soient entendus par le gouvernement. Et si on est conscient qu'il y a des économies à faire,
D'ailleurs, j'observe qu'il faudrait aussi qu'elle soit réalisée au niveau de l'État, parce que les collectivités locales ont apporté une lourde contribution. Mais encore une fois, il faut que, je pense, on crée de la confiance. Pour l'instant, je vois encore un petit peu de défiance et on nous annonçait. Et ce texte sur l'assainissement en eau, dans ce contexte, c'est aussi un mauvais signal ? Tout à fait, parce que ça aurait été justement l'occasion de dire, voilà, il y a unanimité, il y a une vision commune des élus. Contrairement à ce qu'on dit, on ne va pas générer des économies parce qu'aujourd'hui, la gestion et les modes de gestion qui sont choisis, que ce soit au niveau communal, au niveau des syndicats, voire au niveau intercommunal, sont le reflet des besoins du territoire, du bon sens. Et surtout, encore une fois, n'oublions pas que la finalité, c'est le prix de l'eau pour l'usager. Donc, faisons confiance aux élus. Arrêtons de leur opposer des contraintes supplémentaires et essayons, s'il y a des efforts à fournir, de faire en sorte que les collectivités soient entendues et qu'on n'ait pas, comme ce fut le cas pour les contrats aidés, des annonces à quelques semaines, j'allais dire, de l'entrée en vigueur des décisions. Merci beaucoup Mathieu Darnaud d'être venu sur ce plateau. L'idée avait déjà été lancée par Nicolas Sarkozy, celle de taxer les sodas et boissons sucrées au nom de la lutte contre l'obésité, sans jamais vraiment voir le jour. Alors à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, des élus La République En Marche reviennent à la charge avec de nouvelles propositions de fiscalité dite comportementale. Explication, Samia Dechir. Chaque Français en consomme plus de 50 litres par an. Faut-il taxer davantage les sodas, ces boissons sucrées accusées d'aggraver l'obésité ? Je suis dans le milieu médical, je trouve qu'il y a trop de jeunes enfants obèses et qui font pas assez de sport, donc je trouve que c'est une bonne mesure. Il faut trouver de l'argent là, ils peuvent trouver, en fait tout bonnement. Après, je ne sais pas si ce sont les solutions. S'il faut être dans le répressif, pourquoi pas, mais je pense que c'est plus changer de mentalité d'abord sur l'utilisation du soda et réduire ce qu'il y a dedans. En France, il existe déjà une taxe soda adoptée en 2012. Depuis, les boissons sucrées sont taxées à hauteur de 7,53 € par hectolitre, soit 2,51 centimes par canette. Chaque année, des parlementaires proposent d'augmenter cette taxe sans succès. Un amendement déposé en 2014 avait été rejeté, rebelote en 2015, puis de nouveau en 2016. Cette année, c'est le député Olivier Véran qui a remis le sujet sur la table lors d'une audition en commission des affaires sociales. J'ai amené ici, par exemple, une boisson qui s'appelle le Morito sans alcool qu'on trouve dans les grandes surfaces et qui a 13 grammes de sucre pour 100 ml, c'est-à-dire il y a 125% du taux de sucre dans le Coca-Cola. C'est-à-dire vous avez quasiment 5 morceaux de sucre dans ce petit machin qu'on vous présente dans une boîte. Voilà. Donc la question c'est, est-ce qu'on ne peut pas demain essayer de réfléchir ensemble à moduler la fiscalité de manière à sortir les boissons non sucrées de l'assiette et y introduire les boissons qui sont très sucrées et moduler cette fiscalité en fonction du taux de sucre. Il n'est donc plus question d'augmenter la taxe, mais de l'ajuster en fonction du taux de sucre. Car aujourd'hui, la taxe soda est la même pour toutes les boissons contenant du sucre, quelle que soit la quantité. Une eau aromatisée est donc autant taxée qu'un soda. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Yves Daudigny, bonjour, merci d'être avec nous. Sénateur socialiste de l'Aisne, vous avez travaillé sur ces questions de taxe soda régulièrement ici en tant que parlementaire. Également sur ce plateau, Arnaud Cocolle, bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste, spécialiste des troubles de l'obésité et du traitement du surpoids. Première question pour vous, Yves Daudigny, puisqu'on sait que c'est finalement un énième retour de cette taxe soda. On a déjà beaucoup parlé ici au Parlement, au Sénat. Est-ce que vous pensez que cette fois, ça va vraiment être adopté à l'occasion de l'examen du budget de la santé? Alors, je ne peux pas vous répondre sur l'issue du débat parlementaire et du vote. J'ai plutôt un accord avec les paroles que je viens d'entendre d'Olivier Véran sur l'idée de moduler les taxes en fonction des caractéristiques des aliments. C'est vrai pour les boissons sucrées, ça pourrait aussi être vrai, par exemple, pour les huiles, et ainsi que pour d'autres aliments. Alors, est-ce qu'il faut augmenter la taxe, la moduler ? Je voudrais replacer dans le contexte général. Bon, est-ce qu'il y a aujourd'hui une priorité de santé publique dans notre pays de lutter contre l'obésité
Et on pourrait dire contre le diabète, la réponse est évidemment oui. Est-ce que les boissons sucrées jouent un rôle dans le développement de l'obésité? La réponse est évidemment oui aussi. Docteur Cocolle, est-ce que c'est finalement efficace, ces taxes, cette fiscalité comportementale? Est-ce que ça a un réel impact sur la santé des Français? Je n'y crois absolument pas, en tant que médecin nutritionniste. Donc, je suis entièrement d'accord avec le constat, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les boissons sucrées et l'augmentation de l'obésité, clairement. Je suis plutôt en accord avec l'avis d'Agnès Buzyn, notre ministre de la Santé. Je pense que ça va stigmatiser, ça va taxer essentiellement les populations modestes, qui sont celles qui se rabattent le plus sur ce type de boisson. Nous, au niveau nutrition, on essaye de faire de la prévention. La prévention marche très bien sur les CSP+. Les CSP-, c'est-à-dire les catégories socio-professionnelles défavorisées, ont plus de problèmes à mettre en adéquation ce qu'elles entendent et les consignes alimentaires qu'elles devraient perdurer chez leurs enfants. On a beaucoup de problèmes à leur faire appliquer cela. Pourquoi? Alors, la variable d'ajustement, c'est l'alimentation. Les gens vont se rabattre, en particulier les populations modestes, vont se rabattre sur ce type de boisson pour faire plaisir à leurs enfants. Parce que ça fait partie de leur mode éducationnel, etc. On peut le critiquer, etc. Mais moi, je pense qu'il faut plutôt mettre de l'argent sur la prévention. Donc, je rejoins l'avis d'Agnès Buzyn, qu'Olivier Véran mette en avant effectivement qu'il y a trop de sucre, etc. On est entièrement d'accord sur le constat. Est-ce que ça va faire que les ventes vont diminuer? Je ne suis pas certain. Moi, je pense que dans ce cas-là, il faut interdire plutôt les happy hours, etc., qui florissent dans nos villes, où les jeunes se rabattent sur les boissons alcoolisées également, ou des boissons sucrées. Et ça, c'est un vrai problème de santé publique. Mais dans les supermarchés, est-ce qu'on doit taxer supplémentairement? Je ne suis pas certain. Alors peut-être Yves Daudigny sur ce qui a été dit, sans vouloir stigmatiser effectivement les classes modestes ou sans vouloir caricaturer, est-ce que ces catégories de la population vont être davantage taxées par ces nouvelles mesures? Nous sommes en phase sur l'analyse. Nous faisons le constat aujourd'hui de difficultés au niveau de l'alimentation qui touchent essentiellement les classes les plus défavorisées. Alors il suffit, moi je le fais régulièrement, de parcourir un supermarché, les rayons alimentaires et de regarder, il y a beaucoup de familles malheureusement en situation de précarité dans ma région, de regarder quels sont les achats. Donc les achats des produits les plus sucrés, mais les plus gras, ou encore les plus salés. C'est essentiellement un problème d'éducation, vous avez raison de le dire, sauf que lorsque ça relève de l'éducation, l'action peut être menée, elle doit être menée, mais avec des résultats qui, évidemment, ne sont pas des résultats immédiats. Alors, l'intérêt de la taxe, si je peux dire, c'est qu'elle est peut-être un signal. C'est-à-dire, elle peut déclencher le débat. La preuve, c'est que vous nous avez réunis aujourd'hui, et elle peut être un signal en direction de l'ensemble des populations. Alors, est-ce que cela a un effet? Les études semblent indiquer que oui. Est-ce qu'il est très fort, cet effet? C'est difficile d'en juger. Simplement, je voudrais remarquer que d'autres pays mènent aujourd'hui des politiques identiques. J'ai relevé donc Philadelphie aux États-Unis. Cette compétence relève aux États-Unis des villes et Philadelphie a mis en place au mois de janvier 2017 une taxe sur les boissons sucrées. Elle existe déjà au Mexique depuis quelques années et les Anglais, le Royaume-Uni, qui est en avance sur nous en matière de prévention et de santé publique, va également mettre en place, semble-t-il, une taxe à partir de 2018. Alors, si je peux parler plus longtemps, c'est ça. Moi, ce que je souhaiterais, c'est plutôt demander à la ministre de porter, alors, dans un délai de 6 mois ou 1 an, une loi de santé publique. Une loi qui serait sur le sujet de la prévention. Alors le tabac, bien sûr, les consommations excessives d'alcool, et puis l'alimentation, qui est un grave problème chez nous et qui touche, comme vous l'avez dit, docteur, essentiellement les familles défavorisées. Là, je vous rejoins sur le dernier point. Par contre, il y a un pays qui a taxé, c'est le Danemark, qui est un pays très en avance également au niveau de la prévention. Et ils sont revenus en arrière. Ils ont fait machine arrière au bout d'1 an parce qu'ils se sont rendus compte que ça marchait pas. Je vous interromps puisqu'on va aller écouter Pierre Gattaz à l'Élysée qui s'exprime après sa rencontre avec le chef de l'État sur la réforme de l'assurance chômage et de la formation professionnelle. Apprentissage, formation professionnelle et assurance chômage. Sur l'apprentissage, il faut vraiment faire bouger le système. Ça fait des années, des décennies que ça ne marche pas. On a demandé, comme pour la formation professionnelle, qu'on ait une approche client-fournisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises sont là pour prendre des apprentis, de collaborateurs. Eh bien, c'est nous qui connaissons ces métiers, les métiers de demain, les parcours. Et donc, nous souhaitons avoir la main
je dirais totalement, ou en co-responsabilité, mais sur les filières d'apprentissage, sur les CFA, que le financement soit direct, que ça ne passe plus par les régions, et que ça soit simple, surtout très simple pour expliquer à nos TPE, nos PME, comment ça fonctionne, donc apporter de la simplification dans tout ce dispositif. La formation professionnelle, c'est pour nos salariés, je crois que c'est important, ça marche pas mal, on peut encore beaucoup simplifier. Il faut mettre de l'évaluation, de la mesure dans les systèmes, dans les prestataires de services. C'est vrai pour les CFA, c'est vrai pour ceux qui font de la prestation de services en formation. Donc évaluer les systèmes, simplifier, évaluer, que les financements là encore soient le plus direct possible. Et je pense que voilà 2 réformes importantes. Ensuite, vous avez toute la partie chômage, les chômeurs, qui est un autre sujet. Dans l'assurance chômage, on en a parlé. Il y a 2 blocs, je dirais. Il y a ceux qui sont vraiment des chômeurs longue durée, des personnes de 40-50 ans qui n'ont pas de formation initiale, qui ont été pendant 20 ans dans un même job. Ceux-là, il faut vraiment s'en occuper. Vraiment s'en occuper. Et puis après, vous avez l'incitation au travail, car figurez-vous que dans mes rencontres avec les chefs d'entreprise que je vois depuis des semaines, par centaines, par dizaines, eh bien, entre au moins 50%, je dirais ça monte jusqu'à 80%, cherchent des salariés et ne les trouvent pas aujourd'hui. C'est terrible. Ils cherchent et ils ne trouvent pas. J'ai l'exemple encore hier soir d'une société VIR Transport, 650 entreprises, salariés, familiales, dans la logistique, le transport. Ce monsieur cherche 150 emplois en CDI dans la logistique, dans la manutention, dans le montage de meubles, dans les courses. Il ne trouve pas. Donc on a un problème terrible, c'est qu'aujourd'hui, il y a la confiance est là. La confiance des chefs d'entreprise existe. Qu'est-ce que les réformes sont en train de se mettre en place? On se retrouve en effet avec des chefs d'entreprise qui cherchent et qui ne trouvent pas. Donc il faut vraiment régler ce problème. Sur l'élargissement aux démissionnaires et aux indépendants. Ça pose un petit problème économique. En effet, on n'est pas contre philosophiquement, mais il faut regarder comment ça boucle économiquement. Et ce qu'on voudrait, c'est surtout ne pas baisser en effet les indemnités pour les chômeurs actuellement, mais il y a une répartition à faire. Et là, il faut vraiment regarder de quoi on parle et de quoi on parle en milliards d'euros. Et il n'est pas question qu'on augmente le coût du travail. Ça, c'est impossible. Il faut continuer de baisser le coût du travail pour que nos entreprises continuent d'être compétitives. Donc, je dirais que cette équation économique, elle est encore compliquée. Sur la gouvernance justement de l'assurance chômage, de façon dont ce sera géré à l'avenir. Écoutez, j'ai pas eu d'informations particulières. Je vois que les cotisations salariales ont été donc supprimées, transformées en CSG. Donc je vois déjà un paritarisme bancal puisque on peut pas négocier avec des gens qui n'ont plus de cotisations. Donc là, il va falloir tout revoir. Est-ce que le tripartisme c'est possible? Je ne sais pas. Je suis un tout petit peu réservé sur le sujet. Donc là, en effet, ce sont des questions ouvertes auxquelles je n'ai pas eu de réponse aujourd'hui. Vous voulez dire que vous souhaiteriez gérer l'assurance chômage avec l'État? Non, je pense que si vous voulez, à partir du moment... Les syndicats, s'il n'y a pas de cotisation salariale, n'ont plus leur mot à dire sur l'assurance chômage. J'ai pas du tout dit ça. J'ai pas du tout dit ça. Je pense que soit on garde des cotisations, mais on baisse les deux, salariales et patronales, de la même façon, pour motiver à la fois le camp salarial et le camp patronal à négocier. Supprimer comme ça d'un seul coup de la partie cotisation salariale pour, je dirais, ça paraît intéressant pour le coût du travail, mais après, en effet, comment motive-t-on les partenaires sociaux à discuter d'égal à égal lorsqu'on ne maîtrise plus les cotisations? Donc ça, c'est une question, ce n'est pas une question que je pose. Et ensuite, comment l'État va arriver dans tout ça? Donc en effet, j'ai plus de questions sur cette gouvernance. Je pense qu'il faut donner la chance aux partenaires sociaux de continuer de négocier l'assurance chômage dans un cadre défini par l'État, dans des objectifs définis par l'État et dans un cadre financier défini aussi. Bon, tout ça reste à ouvrir. Je n'ai pas eu des réponses à mes questions. Que pensez-vous de la méthode? À présent, Emmanuel Macron souhaite finalement que ces négociations se déroulent comme elles se sont déroulées pour les ordonnances. Vous pensez que c'est une bonne chose ou vous aussi, vous souhaitez davantage de multilatéral, une négociation plus importante? Moi, je trouve ça très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a le temps de discuter pendant 1 heure, chacun d'entre nous, les 8 partenaires sociaux, élargis aux autres partenaires d'ailleurs pour le cas de l'assurance chômage. Ça permet de mettre sur la table nos contraintes, nos problèmes et de discuter. Ensuite, en effet, je crois qu'on va voir le Premier ministre la semaine prochaine, on va voir Mme Pénicaud, on va voir M. Blanquer sur certains sujets. Et puis après, on verra si ce sont des concertations ou des négociations. Je n'ai pas d'avis là-dessus, mais je trouve en effet que ça permet quand même de discuter, d'avoir des idées, de sortir du cadre. Vous savez, ce sont des sujets qu'on traite depuis des années en France. On tourne en rond depuis peut-être 20-30 ans. Et enfin,
on peut peut-être se dire on va sortir de ce cercle vicieux qui nous entraîne tous, je dirais, dans du chômage de longue durée. Donc si cette méthode permet de sortir de cet enfer et de faire des réformes qui conviennent à tout le monde, aux salariés, aux chômeurs, aux entreprises, et qu'on arrive à faire ce modèle que je préconise d'une économie d'excellence, profondément humaine et profondément respectueuse de l'environnement, cette triptyque, cette trilogie, eh bien, ça marchera. Donc cette concertation me paraît intéressante, cette méthode. Continuons, regardons, c'est un moyen pour discuter, mettre les choses sur la table. Cette réaction de Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, après avoir été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron sur les réformes de l'assurance chômage, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Retour dans Sénat 360 sur notre débat du jour consacré à cette taxe soda avec vous, Arnaud Cocolle. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste. Yves Daudigny nous disait que des villes comme Philadelphie ont mis ces taxes en place et que ça fonctionne visiblement. Oui, et moi je contrecarrais en disant qu'un pays comme le Danemark, par contre, avait mis également cette taxe en avant en 2014, il me semble de mémoire, et qu'au bout d'un an, ils ont reculé parce que ça avait fait chou blanc. Donc je ne suis pas certain. C'est très compliqué la politique pour... Alors, est-ce que cette taxe est faite pour lutter contre l'obésité ? Si c'est fait pour lutter contre l'obésité, à mon avis, on fait fausse route, parce que ça a déjà été fait de multiples fois, et ça va être un nouvel échec à mon sens. Si c'est fait pour faire rentrer de l'argent, bon, je veux dire, c'est comme la taxe sur les yachts, etc. Ouais. Et c'est une taxe ajustable en fonction de la teneur en sucre, pourquoi pas, mais en aucun cas, ça va résoudre le problème du surpoids, de l'obésité chez nos concitoyens. Ouais. Il y a aussi le poids des lobbies à surmonter. Yves Daudigny, on se souvient que Coca-Cola, par exemple, avait décidé de suspendre certains investissements dans des usines des Bouches-du-Rhône au moment où l'ancien gouvernement souhaitait instaurer cette taxe. Alors, est-ce qu'on peut surmonter justement les pressions de ces industriels ? Oui, je pense qu'on peut les surmonter sans les ignorer. L'activité économique est un des éléments d'appréciation des politiques, bien évidemment. Alors, il y a trois groupes qui sont essentiellement concernés. Coca, qui maintient son produit phare, mais qui, à côté, élargit sa gamme avec des produits contenant peu ou pas du tout de sucre. Et Orangina, qui, me semble-t-il, a une politique différente de diminution progressive de la teneur en sucre de son produit phare, de façon à habituer les consommateurs à consommer moins de sucre. Ça me paraît une bonne politique, qu'il faut encourager. Et puis après, Pepsi-Cola et puis les marques. Néanmoins, s'il faut tenir compte des aspects économiques, l'impératif premier est celui de santé publique. Et moi, je répète, je souhaite que l'on puisse aborder ces questions de santé publique dans un texte de loi qui serait uniquement consacré au sujet. Je m'étonne toujours du fait que les Anglais, les Britanniques ont de l'avance sur nous en matière de prévention et en matière de santé publique, alors qu'ils consomment aussi de l'alcool, qu'ils fument certainement moins, mais qui doivent aimer également les boissons sucrées. C'est un problème culturel dans notre pays. Nous avons du retard et il faut continuer à l'aborder avec beaucoup de volonté politique. Parce qu'il y a des taxes soda, il y a aussi les taxes sur les produits contenant des huiles de palme, la taxe Nutella. On se souvient, vous êtes également intervenu, Yves Daudigny, en séance. Quel regard portez-vous, Arnaud Cocolle, sur ces dispositifs ? Alors, nos amis britanniques sont peut-être en avance là-dessus sur la taxation, mais ils sont en avance également sur les chiffres de l'obésité, malheureusement, parce que les chiffres de l'obésité et du surpoids sont dramatiques dans les pays anglo-saxons. Donc la France est en retard, donc j'espère qu'elle sera toujours en retard et qu'elle stabilisera ses chiffres. Mais c'est vrai qu'il y a des disparités dans notre pays, parce que qui est-ce qui est le plus touché par le surpoids, l'obésité ? Ce sont les populations, je disais, CSP-, et également les populations migrantes, donc les nouvellement arrivées sur le territoire français, avec des enfants qui naissent sur le territoire français, mais de première génération. Eux sont particulièrement concernés par des phénomènes qu'on appelle l'acculturation, c'est-à-dire la rencontre de deux modèles alimentaires, qui est celui de leurs parents avec le pays d'origine, où ils peuvent faire une cuisine traditionnelle, et le pays d'adoption, qui est la France. Et à ce moment-là, il y a ce côtoiement de deux modèles alimentaires qui est très explosif sur les chiffres de l'obésité. Donc, moi, je dis, c'est vraiment la prévention, c'est-à-dire qu'il faut aller voir, il faut expliquer, etc., s'adresser non pas à 67 millions de Français de la même manière, mais avoir un discours qui doit être extrêmement étalonné en fonction du type de population
qu'on cible. Donc on ne peut pas parler de la même manière à des gens qui sont CSP-, qui ne comprennent rien au programme national de nutrition santé, qui maintenant, à mon sens, en 2017, devrait être complètement supprimé. Parce que les bandeaux défilant sous les publicités actuellement ne servent strictement à rien. Les gens ne savent absolument pas à quoi ça correspond. Et dire, par exemple, qu'il faut manger 5 fruits et légumes différents par jour, etc., les gens ne comprennent rien. Donc il y a des gens qui pensent que boire des sodas, etc., ça correspond, ou boire de l'angina, pour citer une marque, ça correspond à prendre un verre de jus de fruits, ou un fruit, ce qui n'est pas absolument pas le cas. Yves Daugny, sur ce point. Oui, nous sommes d'accord sur le constat. Alors, sur les bandeaux, c'est vrai que ces politiques doivent être rénovées parce que le bandeau, non seulement n'a plus d'effet, mais quelquefois peut avoir un effet contraire. Lorsqu'il apparaît en bas de la promotion d'un aliment contenant beaucoup de sucre, il peut apparaître comme une caution pour cet aliment, c'est-à-dire avoir l'effet complètement inverse. Alors, accord également sur le fait de messages différents, et en particulier lorsque l'on s'adresse à la jeunesse. Et moi, je ne suis pas en situation de trouver quels sont les moyens et les messages qu'il faut utiliser pour s'adresser aujourd'hui aux enfants des écoles, aux adolescents. Il faut travailler avec eux pour être dans leur domaine, dans leur secteur de communication, sur les tablettes, lorsqu'ils sont sur les tablettes, puisqu'ils y sont maintenant plus qu'à la télévision, avec des messages qui leur sont accessibles et compréhensibles. Mais ça peut être tout ça l'objet d'une politique de santé publique. Et notre pays a beaucoup de mal à porter ces politiques. Un mot sur la fiscalité, puisque c'est vrai qu'on a aussi pu dire qu'il y avait une imagination sans limite lorsqu'il s'agissait de créer de nouvelles taxes en France. Oui, alors moi, si cette taxe est créée, on appelle ça les recettes de poche dans les budgets, pour permettre d'équilibrer un budget ou pour permettre de verser un avantage, même s'il est mérité à telle ou telle catégorie professionnelle. Là, on parle des agriculteurs, en l'occurrence, oui. pour la taxe. Alors, c'était déjà le cas en 2000 pour la taxe qui avait été créée en 2011 pour l'année 2012. Cette taxe, au départ, par le gouvernement de l'époque, avait été annoncée comme une mesure de santé publique. Et puis, lors du débat, elle avait évolué pour devenir un moyen de financement des exonérations des charges en faveur des agriculteurs. Et cette taxe, en plus, avait eu sa mission signale très perturbée, puisque non seulement elle concernait les boissons sucrées, mais aussi les boissons édulcorées. Donc, c'est-à-dire qu'elle pénalisait de la même façon des boissons qui auraient pu servir donc, de substitut à la consommation de boissons sucrées. Donc, en matière de santé publique, il faut, vous avez raison, pleinement, que les messages soient adaptés aux cibles et il faut qu'ils soient très clairs. On ne peut pas mélanger de la fiscalité avec un message de santé publique. Très rapidement, ce sera le mot de la fin avec vous, Dr Cocolle, justement sur quand même ce message d'alerte sur la situation de l'obésité chez les enfants aujourd'hui en France. Est-ce que ça doit être pris très au sérieux par les pouvoirs publics ? Bien sûr que ça doit être pris au sérieux, mais je rappellerai que l'éducation, ça commence au sein des familles. Donc c'est les familles qui doivent éduquer les enfants, c'est pas à l'État d'éduquer les familles, et encore moins d'éduquer les enfants. Donc l'école n'est que le prolongement d'une éducation qui a lieu au sein des familles. Et au sein des familles, malheureusement, nous, les médecins nutritionnistes, on rame parce que chaque consultation, c'est un nouvel effort, etc., pédagogique. Donc c'est extrêmement compliqué. Est-ce qu'il y a un pays qui s'en sort mieux au niveau de la compréhension de l'obésité, etc., dans le monde ? Malheureusement pas. Parce qu'on assiste à une pandémie. Et est-ce que prendre du poids, c'est le prix à payer pour s'adapter à la société actuelle ? C'est un petit peu la question que je laisserai en suspens. Eh bien, merci Arnaud Cocolle d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Yves Daugny. Avant de se quitter cette exposition, vous l'avez peut-être vu, Yves Daugny, qui est à voir sur les grilles du Jardin du Luxembourg, tiré d'un livre de l'aquarelliste Noël Ehrenschmidt. Ces photos nous plongent dans l'univers du Parlement et des débats dans l'hémicycle. Reportage d'Héloïse Grégoire. Le processus législatif est parfois bien vague pour nos concitoyens. Noël Ehrenschmidt est, comme elle aime le dire, reporter aquarelliste. Depuis plus de 30 ans, munie de sa boîte d'aquarelle, elle dessine les différents arcanes du pouvoir pour montrer l'élaboration de la loi. À travers ses aquarelles, cette reporter veut aussi montrer l'envers d'un décor qui n'est pas toujours mis en avant. Le corps politique n'est pas uniquement ce qu'on voit dans les médias. Par exemple, l'hémicycle, combien de personnes disent « il est vide ». On ne travaille pas. Or, je leur dis, s'il est vide, c'est parce que les gens travaillent en commission ou en audition. Donc j'essaie d'expliquer que l'image qu'ils ont dans la tête n'est pas conforme à la réalité. La seule façon de le mettre, c'est de partager la vie quotidienne des gens que je dessine. Donc quand je dis que j'y passais mes nuits et mes jours,
dans l'hémicycle, quand ça s'arrêtait à 3h du matin, j'étais avec ceux qui travaillaient à 3h du matin. C'est-à-dire que j'étais très proche d'eux. Tout le monde m'avait accepté d'une façon formidable parce qu'encore une fois, l'aquarelle ne fait pas peur. C'est pas l'œil d'une caméra, c'est l'aquarelle que je fais devant eux. De Matignon au Conseil d'État ou à l'Assemblée nationale, l'aquarelliste a eu un coup de cœur pour le Sénat et sa grande salle des conférences. Il est évident que quand on arrive au Sénat la première fois, on ne se remet pas des rouges et des ors, parce que le rouge de la moquette du Sénat est un rouge sang, c'est un rouge vermillon extraordinaire. Et je ne me suis jamais remise de cette salle des conférences, qui est quand même unique dans tout ce que j'ai pu voir. J'ai le sentiment d'avoir fait, avec ce livre et avec l'exposition, un espèce d'état des lieux d'un monde qui est en train de changer. C'est le centre, pas le fond, parce que le fonctionnement reste celui que j'ai montré, mais on est quand même à un passage de culture, ou un passage plutôt de civilisation. Et c'est vrai, regardez dans le journal officiel, je montre l'endroit où a été imprimé le dernier journal officiel papier. On est passé au numérique. J'ai écouté les imprimeurs qui me pleuraient dans les bras en disant « Qu'est-ce qu'il va devenir notre bébé ?» Le bébé, c'était le journal officiel. Donc j'ai eu le sentiment par chance d'assister souvent à des moments de bascule d'une époque à une autre. À l'heure où certains lieux de pouvoir sont décriés, cette exposition tente de réconcilier les citoyens avec leurs institutions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h, l'épreuve de vérité qui reçoit ce soir Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat. Très bonne soirée à tous sur Public Sénat. Ce qu'on a fait, ce que vous avez fait, c'est une honte. Donc dimanche, on remet les pendules à l'heure. Ok? On va passer pour les truffes jusqu'à la fin du championnat. Encore. Encore. Allez, un peu plus vite sur les courses. On se met en danger. Trop facile. Voilà. Flexion! Allez, tu tiens. Le temps que tu peux. Ça filme ou voilà? Oh bah les tests c'est super quoi, tu vois? Voilà. On montre à tout le monde qu'on lâche rien. D'accord les gars? Allez, bon match, regardez-vous, bon match. La Cage, ou une semaine dans la vie d'un rugbyman du Loup, samedi à 23h30 sur Public Sénat. Amendement, débat, vote, en séance, dans un instant. Je suis un président de l'Assemblée nationale à plein temps. Moi, je suis un homme de droite, j'ai pas changé de conviction avec l'élection d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai zéro patrimoine. Je ne possède rien. Je pense que le vivier d'emploi se trouve justement dans la transformation de notre économie. On est là aux racines du mal, en quelque sorte. Nous n'avons pris aucun retard, simplement nous marchons à notre rythme. Question d'info présentée par Frédéric Aziza en partenariat avec l'AFP Le Monde et France Info, ce soir à 20h30. Fraternité générale! La fraternité, pour moi, c'est un geste que j'ai observé l'année dernière. J'étais dans une école en Seine-Saint-Denis et j'animais un débat entre des élèves de toutes origines, de toutes cultures. On parlait tous ensemble des différences de croyances, des différences de convictions religieuses, ceux qui croient en Dieu, ceux qui n'y croient pas. Donc on mettait en jeu des questions qui sont assez fortes, qui sont assez personnelles. On a créé vraiment tous ensemble un très très beau moment. Et puis à la fin, il y a deux élèves qui se sont donné la main. Qu'est-ce qu'ont fait les autres ? Au lieu de se moquer d'eux, ils ont fait la même chose et on s'est tous tenu la main et ça avait du sens. Et pour moi, c'est ça la fraternité. Fraternité générale du 13 au 15 octobre, partout en France. Rejoignez-nous. Martin Bouygues, Stéphane Richard, Xavier Niel et Patrick Drahi, 4 cow-boys qui se livrent une guerre sans merci dans le monde impitoyable des télécoms français. Leur arme, le capitalisme qu'ils pratiquent chacun avec une stratégie bien particulière. Télécom, le western capitaliste, on en discute juste après le documentaire de François Rabaté. Grand écran, présenté par Valérie Brochard, dimanche à 20h30.